commencement, il y a la poussière blonde des plaines d'Idaho, le vent qui rase les sillons, le cri lointain d'un train de marchandises. Nous sommes à Nampa, un 3 mai 1928. Dans une petite maison de bois, un enfant ouvre les yeux sur un monde vaste, dur, sans pitié. On le nomme Edwin Paul Wilson. Rien, alors, ne laisse présager que cet enfant de fermier, ce fils d'une Amérique de sueur et de terre, va un jour manier les ombres des empires. Son enfance se déroule au rythme des saisons. La terre commande. Le soleil brûle la nuque, la pluie bat la tôle, le froid coupe la peau. Il apprend tôt que rien n'est donné, que tout se gagne. Dans les champs, ses mains se couvrent de gerçures. Dans la grange, il écoute les adultes parler à voix basse, de prix du blé, de dettes, de la grande crise qui a cassé des hommes plus forts que son père. Il observe, il se tait. Déjà, son regard scrute plus loin que l'horizon des clôtures. Un jour, la famille part. Il quitte l'Idaho pour l'État de Washington. Une route longue, des valises maigres, un camion chargé d'espoir plus lourd que les meubles. Autour d'eux, l'Amérique change de visage. Les villes s'étirent, les usines fument, les journaux crient les nouvelles d'une guerre qui embrase le monde. Edwin grandit au bord de ce tumulte. Fils de fermier modeste, mais fils aussi d'un pays qui entre dans le siècle des géants. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les canons se taisent, mais les océans murmurent encore. Le jeune Edwin, à peine sorti de l'adolescence, tourne son regard vers l'horizon liquide. Il s'engage dans la marine marchande américaine. Le voilà sur le pont des cargos, à la fin des années 1940, entre ciel et abîme, porté par la houle et le fracas métallique des coques. La mer lui enseigne une autre forme de loi. Les quarts de nuit sous un ciel sans lune, l'odeur de fioul, la rouille, le sel incrusté dans les vêtements. Des ports étrangers s'ouvrent comme des gouffres de lumière et de bruit. Docks européens brisés par la guerre, quais orientaux saturés d'épices, de langues inconnues, de regards qui pèsent. Edwin apprend les routes, les distances, les escales. Il découvre, à chaque escale, que le monde se négocie déjà dans les recoins, dans les entrepôts, dans les salles de café enfumées où des hommes en costume se parlent à voix basse. Il retient les visages, les gestes. Il garde tout pour lui. Mais l'océan n'est qu'un prélude. L'Amérique de l'après-guerre se projette vers l'avenir. Edwin revient à terre. Il sent qu'il lui faut un autre outil que ses mains calleuses et sa mémoire de marin. Il choisit l'université de Portland, dans l'Oregon, début des années 1950. Les campus bruissent de jeunesse, de projets, d'une foi nouvelle dans la technique, l'économie, la puissance. Il y obtient son diplôme, son bachelor, papier mince mais clé d'un autre monde. Entre les couloirs de l'université et les bars où les anciens combattants refont les batailles perdues, un autre front invisible s'ouvre déjà, la guerre froide. L'Union soviétique, les États-Unis, deux colosses dressés face à face. Le champ de bataille n'est plus seulement une plage ou un ciel, c'est toute la planète. Les États-Unis forgent alors un instrument nouveau, silencieux, amphibie, la Central Intelligence Agency. En 1955, la trajectoire d'Edwin croise cette lame d'ombre. On le recrute. Les dossiers, plus tard, l'écrivent d'une phrase sèche. Entré à la CIA en 1955. Mais derrière ces quelques mots, il y a l'entretien dans une pièce nue, le regard d'un recruteur qui jauge, la promesse implicite d'un destin à l'abri des regards. On lui présente peu de choses, on lui demande beaucoup. Loyauté, discrétion, endurance. Il accepte. La CIA, pour lui, n'est pas un simple employeur, c'est un ordre. Il rejoint la division des plans, ce Directorate of Plans, qui bientôt se nommera Directorate of Operations. Là se dessine la guerre invisible. Complot, coups de main, infiltration, soutien occulte. On ne plante plus des drapeaux, on sème des rumeurs, on finance, on arme, on déstabilise. Les cartes du monde sont les pages d'un livre d'opérations clandestines. Edwin devient officier des opérations. Sa vie s'efface sous des couches de couverture, de légendes, de fausses cartes de visite. Il part en stationnement à l'étranger. L'Europe d'abord, encore balafrée par la guerre, partagée par un rideau de fer. Il traverse des villes reconstruites à la hâte, où les ruines côtoient déjà les vitrines lumineuses. Il rencontre des agents, des informateurs, des hommes qui trahissent pour de l'argent, pour une idée, pour une haine ancienne. Il serre des mains dans des cafés dont personne ne retient le nom,
mais où se décident parfois des renversements de régime. Puis vient le Moyen-Orient. Là-bas, le soleil frappe comme un marteau blanc. L'odeur d'essence remplace celle du blé. Le pétrole devient sang noir, richesse et malédiction tout ensemble. C'est une autre frontière de la guerre froide. Les grandes puissances se disputent les palais, les casernes, les champs de pétrole. Edwin se meut dans ce labyrinthe de loyauté fragile, de tribus, de militaires ambitieux, de monarques inquiets. Les dossiers le diront plus tard sobrement. Stationnement en Europe et au Moyen-Orient. Mais dans ces mots se cachent des nuits sans sommeil, des valises d'argent, des messages codés, des départs précipités avant l'aube. Progressivement, Edwin se spécialise. Ce n'est pas l'homme des discours, ni du verbe, c'est l'homme des choses. Les réseaux logistiques, le soutien matériel, les opérations paramilitaires deviennent son domaine. Il sait d'où vient une arme, par quel continent transite une caisse, quelle compagnie aérienne ferme les yeux, quel port regarde ailleurs. Il devient l'architecte des flux cachés, matériels, explosifs, moyens pour ceux que Washington décide de soutenir dans l'ombre. Les années passent, la CIA griffe le monde et, dans ses griffes, Edwin est un des tendons les plus fermes. Mais aucune alliance, aucune fidélité n'est éternelle dans l'empire des ombres. En 1971, les lignes officielles se brisent. Dans les jugements fédéraux, la phrase tombe, neutre, démission de la CIA. Mais ce départ n'est pas celui d'un simple employé qui rend son badge. C'est la mue d'un homme qui porte en lui trop de secrets pour redevenir simple citoyen. La même année, le courant l'emporte vers une autre rive du même fleuve. La Naval Intelligence Command, service de renseignement de l'US Navy, l'attire comme contractant, comme consultant. Plus tout à fait dedans, pas vraiment dehors, entre deux. Il conseille, il oriente, il met en relation. Le lien avec l'appareil d'État ne se rompt pas, il se transforme. Ce qui était une hiérarchie devient par écheveau de contrats, de relations informelles, de missions ponctuelles. L'uniforme bureaucratique disparaît, mais les réseaux restent. Puis vient le saut décisif, le privé. Edwin quitte formellement la fonction publique. Il entre dans ce royaume trouble où la défense, la logistique internationale et le commerce d'armes se mélangent dans la lumière crue des bilans comptables et la pénombre des accords verbaux. Il crée, prend le contrôle de sociétés. Leurs noms surgissent plus tard dans les actes d'accusation, consultant international et d'autres entités couvertes d'acronymes neutres. Officiellement, elles vendent des services, du matériel, de la sécurité. Officieusement, elles deviennent des navires sans pavillon clair, capables de transporter ce que les gouvernements ne peuvent plus porter à découvert. Les années 1970 s'ouvrent sur un nouvel âge du secret. La CIA, le Pentagone, les agences de renseignement cherchent des intermédiaires qui ne portent pas l'uniforme, mais qui obéissent encore aux attentes tacites de la raison d'État. Dans ce vide entre le public et le clandestin, Edwin s'installe avec l'instinct d'un animal qui connaît déjà la forêt. Les contractants se multiplient. Des anciens officiers, des experts, des mercenaires de l'organisation. Lui, avec ses sociétés, devient un pivot. C'est là qu'intervient Task Force 157, unité clandestine de l'US Navy, niche obscure au sein de l'Office of Naval Intelligence. Sa mission, collecter le renseignement maritime, veiller sur les lignes de navigation, mais aussi mener des opérations secrètes où les pavillons officiels ne doivent pas apparaître. La Task Force évolue dans les interstices du droit et des ordres signés. Dans les enquêtes du Congrès, bien plus tard, son nom apparaît comme une ombre discrète derrière plusieurs opérations sensibles. Edwin collabore avec elle, non plus en agent soumis à un organigramme, mais en fournisseur, en interface, en passeur. Ces sociétés servent de couverture, de vecteur de contrat. Il sait comment monter une façade légale pour abriter une opération qui n'a pas le droit d'exister. Il devient ce trait d'union mouvant entre le monde du renseignement et le secteur privé. Une poignée de main, une facture, un contrat de sécurité, et sous ces feuilles officielles, une autre réalité court. Livraison d'équipements, mission discrète, contact avec des sources. Autour de lui, les visages sont familiers. D'anciens de la CIA, des officiers du Pentagone, des membres toujours en poste dans les services de renseignement. Ils se retrouvent dans des restaurants anonymes de Washington, dans des chambres d'hôtel de Genève, dans des clubs de Londres. Ils parlent le même langage codé, évoquent des opérations par demi-allusion. Ces liens, plus tard,
des témoins viendront les rappeler devant les tribunaux. Mais pour l'heure, ils nourrissent un sentiment puissant chez Edwin, celui de ne jamais avoir vraiment quitté la famille secrète. Au-delà de l'Atlantique, une autre force se lève. En 1969, en Libye, un jeune officier nommé Mouammar Kadhafi renverse la monarchie. Le désert devient le théâtre d'un bouleversement. Kadhafi prend le pouvoir, drapé dans un discours de révolution, de nationalisme arabe, de rejet des puissances occidentales. Les compagnies pétrolières sont contraintes, les bases étrangères contestées. Tripoli n'est plus un port tranquille, c'est une forteresse idéologique. Au fil des années 1970, les relations entre les États-Unis et cette Libye nouvelle se détériorent. À Washington, les dossiers s'empilent. Politique pétrolière libyenne agressive, menaces sur les intérêts occidentaux, soutien présumé de Tripoli à des groupes considérés comme terroristes. Les analyses se font plus sombres. On surveille, on enregistre, on compile. L'ennemi n'est pas encore à bloc monolithique, mais il devient un aimant pour les antagonismes. En réponse, les États-Unis resserrent les verrous. Des restrictions sont mises en place sur les ventes d'armes et de matériel militaire à la Libye. Les lois sur le contrôle des exportations, l'International Traffic in Arms Regulations, dressent des barrières juridiques. Exporter des armes vers Tripoli devient un acte lourd de conséquences. Sur le papier, l'Amérique trace une ligne nette. Ce qui pouvait se négocier hier devient interdit aujourd'hui. Mais au cœur du désert, le régime de Kadhafi a faim. Faim de technologie militaire occidentale, faim de savoir-faire. Il veut des explosifs modernes, des commandos formés, des gardes du corps entraînés aux méthodes les plus avancées. Il cherche des hommes capables de lui ouvrir les coffres-forts techniques de l'Occident tout en contournant ses gardiens officiels. C'est là que la trajectoire d'Edwin commence à croiser celle de la Libye. Au milieu des années 1970, il prend la route de Tripoli. Les actes d'accusation, plus tard, placeront un repère clair. À partir de 1976, ses déplacements en Libye sont documentés. Mais derrière ces dates comptables, il y a l'atterrissage dans un aéroport chauffé à blanc, les portraits de Kadhafi accrochés partout, les barrages de soldats nerveux, les regards lourds des agents des services de renseignement libyens. Edwin n'arrive pas comme un touriste, il vient comme un homme de solution. Il rencontre des responsables libyens, parmi eux des figures des services de renseignement du régime. Autour de tables basses, dans des salons où l'air sent le tabac fort et la climatisation poussée à bout, il expose ce qu'il peut offrir. Formation, sécurité, matériel. Son ton est posé, ses arguments précis. Il parle protection d'installations pétrolières, formation de garde du corps, fourniture de matériel divers. Il parle en homme d'affaires. Dans son ombre, pourtant, se devine encore la silhouette du professionnel des opérations clandestines. Ces sociétés privées deviennent les navires de cette nouvelle aventure. Elles négocient des contrats. Des papiers sont signés, des cachets apposés. Officiellement, il s'agit de sécurité, de conseil. En réalité, ces contrats ouvrent les portes à des flux plus dangereux. Pour remplir les missions, Edwin commence à constituer un réseau d'hommes aguerris, rompus à la guerre. Anciens militaires américains, anciens bérets verts, ex-membres des forces spéciales. Certains de leurs noms apparaîtront, bien plus tard, dans les dossiers judiciaires, énumérés comme autant de pierres dans un rempart fragile. Ils viennent le voir, parfois méfiants, souvent attirés par les salaires et par l'adrénaline retrouvée. Il leur parle d'entraînement, de sécurité, de missions sensibles dans un pays riche, prêt à payer. Ils acceptent. Ils ne savent pas encore que leurs témoignages, des années plus tard, résonneront dans des salles de tribunal, décrivant les entraînements, les explosifs, les méthodes enseignées. Pour l'instant, ce sont des hommes en partance, billets en main, direction Tripoli. Pendant ce temps, à Washington, une autre histoire s'écrit en parallèle. Dans les documents publics de l'époque, il n'existe aucun mandat officiel qui autorise Edwin à agir au nom de la CIA ou d'une autre agence fédérale en Libye après 1971. Sur le papier, il est un civil, un ancien, détaché, sans lien organique. Mais la réalité, comme souvent dans les affaires de renseignement, n'est pas aussi nette, car Edwin n'a pas coupé tous les fils. Il demeure en contact avec certains individus encore en poste dans la communauté du renseignement. Des correspondances, des échanges, des conversations, des bribes de phrases qui laissent entendre qu'on le consulte, qu'on l'écoute, qu'on lui demande parfois de garder un œil, de faire remonter des informations. Plus tard, ces traces apparaîtront dans des mémos, dans des témoignages,
comme des éclats d'une vérité refusant de se laisser renfermer dans une formule simple. Dans ses affaires, Edwin entretient l'ambiguïté. Il se présente parfois comme toujours lié, d'une manière ou d'une autre, à la CIA. Il laisse entendre qu'il agit, sinon sur ordre, du moins dans un alignement tacite avec les intérêts des États-Unis. Pour ses interlocuteurs étrangers, cette aura est un atout. Faire affaire avec lui, c'est, croit-on, dialoguer avec un prolongement officieux de Washington. Pour ses interlocuteurs américains, ce fou est une arme. Il rappelle qu'il sait, qu'il a servi, qu'il pourrait encore servir. Cette ambiguïté n'est pas un simple détail. Elle est un nœud. Elle deviendra plus tard le cœur incandescent des débats judiciaires, la question qui découpe en deux l'image de cet homme, ancien agent devenu trafiquant pour son profit, ou instrument à moitié renié d'un appareil d'État qui l'utilise sans le reconnaître. À cet instant du récit, Edwin Paul Wilson semble flotter entre deux mondes. Derrière lui, les sillons de Nampa, la mer, l'université, la CIA, les opérations secrètes, Task Force 157. Devant lui, les palais de Tripoli, les contrats de sécurité, les anciens soldats qu'il envoie dans le désert, les cargaisons qui commencent à circuler en silence. Il est encore perçu comme un homme d'affaires audacieux, un ex-agent habile qui navigue aux limites du permis. Mais déjà, dans les couloirs des administrations américaines, quelques regards se tournent vers lui avec inquiétude. Car tout ce qu'il met en place, tout ce réseau de sociétés, d'hommes d'armes, de contacts libyens, tout cela avance vers un point de rupture. Dans les années qui viennent, ce n'est plus seulement la formation de garde ou la protection d'installations qui seront en jeu, mais l'acheminement massif d'explosifs C4 vers un régime que Washington désigne comme ennemi. Et lorsque ces flux explosifs passeront la frontière de la légalité, lorsque les cargos, les avions, les faux documents couvriront des tonnes d'explosifs à destination de Tripoli, le destin d'Edwin basculera. L'homme d'ombre, le logisticien de la guerre froide, l'intermédiaire de Task Force 157, deviendra le centre d'une tempête judiciaire, politique, morale.